ridiculisé. Non seulement les Girondins sont des affameurs, mais en plus, ils sont militairement nuls. Alors, ce qui aurait pu n'être qu'un incident isolé va se transformer en folie meurtrière collective. La Vendée va se retrouver au centre d'une guerre, non seulement contre les rebelles à l'autorité de la Convention, mais entre la montagne et la Gironde. La Gironde, pris en faute, fait alors passer une loi dégueulasse qui condamne à mort tous ceux qui seraient prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires qui éclataient ou éclateraient à propos du recrutement. On envoie alors des troupes de n'importe où, n'importe comment, et ces troupes sont battues, encore et encore. On envoie un copain de Danton, le général Westermann, qui va être appelé le boucher de la Vendée. Il va également être accusé de pillage. Et bientôt, il reviendra à Paris et dira fièrement avoir réglé le problème en tuant tout le monde. Ce n'est heureusement pas le cas. À la demande de Danton, le 6 avril 1793, l'Assemblée vote la création du Comité de salut public. Un comité de 12 membres, renouvelable chaque mois, et dont la fonction spécifique est de surveiller l'exécutif et de soumettre à la Convention des mesures de défense générale décidées de façon collégiale à la majorité des 2/3 de ses membres. Pourquoi a-t-on créé ce comité de salut public? Alors, 1. Parce que les Girondins ont déclaré la guerre dans le monde entier. Le comité de salut public va siéger aux Tuileries et ne sera pas en majorité girondin. Mais il ne sera pas montagnard non plus. Il sera de la plaine. Sauf au départ, 2 montagnards, dont Danton, évidemment. Robespierre n'entrera qu'au 3e comité, en juillet, alors que Danton en sortira en demandant alors à ne pas être réélu. Nous n'y sommes pas encore. La grande figure du comité de salut public, c'est un député de la plaine, un député très difficile à saisir politiquement, qui s'appelle Barère. Et si quelqu'un veut visiblement en finir avec la Vendée, comme on dit, c'est Barère. Barère fait alors un discours définissant l'orientation politique de la Convention. Il rappelle que Caton l'Ancien avait décidé de détruire Carthage pour que Rome survive. Toujours leur référence romaine à la con. Le 8 mai 1793, Vergniaud, un Girondin, déclare « La propriété est menacée et il faut intervenir ». Attendez les mecs, les défaites militaires s'enchaînent, le pays est à feu et à sang. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces têtes de l'art? Ils vont tenter un coup de force en créant une commission spéciale, la commission des 12, 12 parmi lesquels 7 Girondins, et dont le rôle est d'examiner la situation politique et de rechercher les complots qui menaceraient la liberté ou la loi. On les voit venir à 100 mètres. De plus, comme ils se méfient de Paris, trop à gauche, et de l'importance prise par les sans-culottes, les Girondins veulent casser l'autorité de ces derniers en les remplaçant par des présidents des sections départementales. Dans un essai récent très utile, Haro sur les Jacobins, Côme Simien et Guillaume Roubaud-Kouachi écrivent: au point de départ de nos traditions démocratiques, de notre vie publique, il y aurait eu 2 modèles clairement distincts de république, et celui qui serait le nôtre ne serait pas tout à fait le bon, puisqu'il serait, on l'a compris, le jacobin. Tout ce qui vient de Paris, tout ce qui est exigence de l'État, jacobinisme. Tout ce qu'il faudrait atteindre pour aller mieux, girondinisme. Or, le rappellent nos 2 auteurs, ce n'est pas chez Brissot qu'on peut trouver l'idée d'émanciper les régions du pouvoir central, mais chez Robespierre ou Saint-Just. À ce moment, le club des Jacobins est présidé par une femme très radicale, Claire Lacombe, une enragée, qui a fondé avec Pauline Léon la Société des Républicaines Révolutionnaires. Le 19 mai, elle avait exigé des mesures rigoureuses non seulement contre les Girondins, mais contre tous les agioteurs. Il existe un complot affreux de faire mourir de faim le peuple en portant les denrées à un prix énorme. À la tête de ce complot est l'aristocratie mercantile d'une caste insolente qui veut s'assimiler à la royauté et accaparer toutes les richesses en faisant hausser les denrées de première nécessité au gré de sa cupidité. Exterminer tous ces scélérats. Ce mois de mai de fou s'achève en apothéose dans les journées du 31 mai et du 2 juin, où les sans-culottes prennent les armes contre les forces de la Gironde. Journées qui aboutissent à l'arrestation de 31 députés girondins jugés responsables de cette tentative de coup de force ou de coup d'État. Beaucoup de sans-culottes demandent qu'ils soient exécutés. Et Robespierre s'y oppose. Il est encore assez ferme sur ces questions, même s'il a précédemment demandé la mise à mort de Louis XVI. Les Girondins se contentent de perdre leur fonction de députés et sont assignés à résidence, gardés par un gendarme. Robespierre se réjouit que cette révolution ait eu lieu sans effusion de sang. Il s'est réjoui trop vite. 12 Girondins s'enfuient dès le premier jour. 8 autres le lendemain. Pas très efficaces, les gendarmes. Alors ce serait de bonne guerre si ceux qui ont pris la fuite n'allaient pas faire une chose tout à fait dégueulasse. Ils vont alimenter les révoltes en province affiliées aux royalistes. Ils vont enflammer Caen, Bordeaux, Marseille. Fin juin 1793, 60 départements français entrent en rébellion contre la Convention avec l'aide des Girondins. Danton s'est mis au vert. Il a perdu sa femme en février et en a repris immédiatement une autre. Une petite voisine de 16 ans qui gardait ses enfants, Louise. Il a décidé de prendre des vacances du comité de salut public pour s'occuper de ses propriétés à Arcis-sur-Aube avec Louise. Et Robespierre? Eh bien Robespierre, coup de théâtre, sort de son lit et entre au 3e comité de salut public, le 27 juillet 1793. C'est à partir de ce moment-là, et pour une durée d'1 an, que la question du rôle de Robespierre dans la Révolution va sérieusement se constituer. Alors qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que le pouvoir exécutif est alors remis temporairement entre les mains de 6 ministres choisis en dehors de l'Assemblée. 5 copains de Brissot et un seul pas girondin ou affilié aux Girondins, Danton. Mauvaise pioche. Danton est nommé ministre de la Justice. Il propose à Robespierre d'intégrer son conseil. Nope. Robespierre décline. Alors Danton prend 2 secrétaires, Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine. On reparlera de Fabre d'Églantine dans le prochain épisode. C'est tout un poème, Fabre d'Églantine. Alors qu'est-ce qu'on va faire du roi? Un procès. Mais comment instruire un procès pareil? Pas simple. 6 mois plus tard, on sera encore en train de s'engueuler. En attendant, les massacres du 10 août ont été sanglants. Et le peuple attend que soient jugés ceux qu'ils estiment responsables, c'est-à-dire non seulement la famille royale, mais aussi les officiers des gardes suisses. Robespierre le rappelle le 15 août. Le peuple se repose, mais il ne dort pas. Il veut la punition des coupables, il a raison. Quant à Marat, toujours borderline, il déborde littéralement de colère dans l'ami du peuple. Vous les avez pris les armes à la main contre la patrie, vous avez massacré les soldats, pourquoi épargnez-vous leurs officiers, infiniment plus coupables? La sottise a été d'avoir écouté les endormeurs, qui ont conseillé d'en faire des prisonniers de guerre. Ce sont des traîtres qu'il fallait immoler sur le champ. Il va être exaucé, mais ça va pas être joli. Ça va même être bien moche. Pendant longtemps, malgré le bellicisme archi-béachélien des Girondins, les Austro-Hongrois n'avaient pas attaqué. Maintenant, ils attaquent. Un peu tard, les mecs. Louis XVI et Marie-Antoinette sont déjà en prison, allô? Mais bon, ça y est, ils attaquent. Le 2 septembre 1792, on apprend que les armées de Brunswick ont pris Longwy d'abord, Verdun ensuite. Et les troupes sont à 3 jours de la capitale. Alors c'est la panique. Danton ordonne une levée de 60 000 hommes. C'est alors qu'il prononce son fameux discours patriotique. Pour les vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. L'audace, hein? À partir du 2 septembre et pendant 3 jours, des hommes qui s'autoproclament juges vont parcourir les prisons parisiennes et exécuter les détenus. Plus de 1200 prisonniers politiques ou de droit commun vont perdre la vie dans des circonstances qui restent aujourd'hui encore très obscures, très incertaines. Si Madame Roland, femme du ministre girondin Roland, nous sommes sous le couteau de Robespierre et de Marat, Danton étant sous-main le chef de cette horde. Reste le cas de Danton. Danton était au pouvoir. Il était ministre. Et il n'est pas intervenu une seule fois le long de ses journées. On ne sait pas ce qu'il a bien pu foutre. Il y a beaucoup de témoignages sur son indifférence aux violences. Des propos rapportés démontrant du mépris pour les victimes. Je me fous des prisonniers ou ne vous mêlez pas de ces gens-là. Mais ils viennent d'ennemis politiques, de Girondins. Il faut s'en méfier. Nous pouvons au moins dire qu'il a laissé faire et s'en est lavé les mains. Dès le 29 juillet, Robespierre avait formulé le programme de ce qui devait suivre l'insurrection du 10 août. Déchéance du roi, instauration du suffrage universel, élection au suffrage universel d'une convention nationale. Il va être exaucé, mais spoiler, ça va pas se passer aussi bien que prévu. Encore une fois, suffrage universel masculin. Il faudra attendre le 21 avril 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de voter. Robespierre intervient le 30 novembre, puis le 3 décembre. Ce qu'il dit est alors surprenant. Il estime qu'il n'y a pas de procès à faire. Louis XVI doit être déclaré traître à la nation française et exécuté en tant que tel. C'est dans ce contexte que le 13 novembre 1792, un jeune homme de 25 ans, inconnu ou pas loin, se lève et se montre plus intraitable que quiconque. Comme Robespierre, il va en faire une mesure d'exception liée à une situation de guerre. Pour lui, il ne s'agit pas d'un procès à faire, mais d'un acte politique à accomplir. Il s'agit bien évidemment de Saint-Just. La Convention n'est pas d'accord, il y aura quand même procès. Et Louis XVI aurait peut-être pu s'en sortir si le 30 novembre, on n'avait pas trouvé son armoire de fer. Dans cette armoire, il avait planqué toute sa correspondance secrète qui précédait sa fuite et qui va alors rétrospectivement informer les Français des démarches que le couple royal avait faites auprès des autres royaumes d'Europe en vue de regagner leur pouvoir initial. Le procès de Louis XVI se déroule du 15 au 19 janvier. Quand il est interrogé, c'est pathétique. Il ne reconnaît pas les documents de l'armoire de fer. Il affirme même ignorer son existence. Le procès de Louis XVI, les mensonges, la mollesse, le déni. La royauté française s'achève comme elle a commencé, dans la médiocrité.